Maquillage. Quand j'étais enfant, je parlais au miroir. J'essayais des habits, des foulards, des visages. Les photographies se divisaient en deux groupes. Celles où je me trouvais laide, d'autres où je me plaisais. Les dernières, je pouvais les regarder des heures, espérant fixer quelque chose. Me promettant à moi-même qu'à partir de ce jour, je n'aurais plus qu'une seule apparence, celle de la photographie où je me trouvais jolie. Mais c'était toujours l'image la plus fragile. On ne sait jamais quand elle va apparaître, pour combien de temps. Un jour, on se lève avec le visage de la plus belle photo que l'on possède de soi. On prend son petit déjeuner, son cartable, le chemin de l'école. Pendant la récréation, on se regarde par hasard dans l'épaisseur d'une vitre. On constate qu'on ne porte déjà plus les traits qui le matin même avaient percé la surface du jour. Alors je voulais disparaître, ou être remplacée par une photo de moi plus ressemblante, que j'aurais minutieusement étudiée, puis choisie, puis présentée au monde comme mon unique visage. Très tôt, j'ai commencé à me maquiller, en cachette, pour ne pas décevoir ma mère. Enfermée dans la tiédeur beige de la salle de bain, le jonc de mer imprimé contre la plante des pieds, je peignais maladroitement mes cils avant de rincer le noir à grande eau, gardant pour moi une trace discrète. Sous mes yeux, le souvenir d'une ombre qui, en passant, m'avait changé. Je portais ce souvenir en moi comme une arme invisible. Une fois, juste après ce rituel, j'ai descendu les escaliers. Mes parents étaient dans le couloir, quelques marches plus bas. Mon père a levé la tête et dit « Regarde comme elle est belle, notre fille !» Je n'étais pas seule à distinguer l'ombre. On m'a toujours dit que j'étais jolie, mais en regardant les photos de moi enfant, encore aujourd'hui, je me trouve moyenne. Les traits mal dessinés la plupart du temps, une frange trop droite, un carré trop court, des joues trop plates, une pose ridicule. Ça se voit que je pense au visage et aux ombres. Quant au corps, j'ai été étonnée de retrouver, sur une photo de vacances où je dois avoir 8 ans, la tache sombre au milieu de mon dos. Contrairement au visage, je ne pense pas souvent à cette tache de naissance. Elle apparaît très peu sur les images, dans le miroir. En fait, je ne la vois jamais. La tache est brune, en relief, solidement arrimée comme un animal bizarre et marin, à l'endroit où s'attache le soutien-gorge. En m'observant de dos, à 8 ans sur la photo, j'éprouve un soulagement étrange. Je comprends alors que la tache fonctionne peut-être pour moi comme l'inverse du visage. Qu'elle est ma continuité, inerte et secrète. L'endroit où je ne cesse jamais de me ressembler. 16 ans. Dans son journal de 16 ans, elle aime se raconter des histoires. Ça parle de cigarettes, de bars à jazz. Dans sa petite ville de province, la ville où elle va au lycée, à 30 km de son petit village, un seul bar qui joue du jazz. Elle s'y est rendue 2 ou 3 fois avec des amis. Elle écrit. Une distance caustique, un petit mur de Berlin entre les autres et moi-même. Cigarette et amnésie ces jours-ci, presque méticuleusement. J'ai fait une colonne avantage, une colonne inconvénient, mais ça ne résout rien du tout parce que j'ai apparemment un faible pour les inconvénients. Elle exagère. Avec son argent de poche, s'achète un paquet de camels par semaine. Elle compte minutieusement les pièces et les cigarettes. En la lisant, j'ai honte d'elle. Dans le journal, j'ai honte surtout de son rapport aux hommes. Il a une moto. Il est réserviste, part en stage militaire. Elle ne sait pas exactement comment ni pourquoi. Il vient la chercher tard dans la nuit et elle se glisse silencieusement hors de la maison au volet bleu. Sur la route, il fait semblant d'aller trop vite pour qu'elle ait peur, pour que les mains s'accrochent. La dernière fois, tu dormais, la bouche légèrement ouverte. Et moi, j'avais les larmes aux yeux parce que tout à coup, sans raison précise, je ne m'aimais pas. Il dit qu'elle est différente, qu'il apprécie son intelligence, mais ça lui donne aussi envie de la dominer. Elle fait semblant de connaître telle ou telle théorie économique, dont il veut débattre. Elle sait qu'il aime aussi les boîtes de nuit, les filles qui dansent bien, les filles sexy. Elle a vu des photos. Une fois, elle le suit là-bas. Elle n'a pas l'âge, mais à la campagne, tout le monde a l'âge. Elle ne dit rien à sa mère.
Elle essaye de bien s'habiller, elle met un jean, le plus serré qu'elle possède. Il n'est pas serré, et un simple débardeur. Elle est mal habillée dans la boîte, sous les lumières. Il l'embrasse quand même, puis l'emmène chez lui. Ce n'est pas son premier homme. Quand elle deviendra la copine officielle, ils passeront des soirées chez ses amis à lui. Ses amis sont aussi fascinés par l'armée. Lui veut partir en mission au Kosovo. Ils fument de la mauvaise herbe, boivent du whisky sur la table en plastique, jouent aux dés, font exploser des grenades à plâtre dans le jardin. Fumer la rend paranoïaque et triste, mais elle reste, ne dit pas grand-chose, boit le whisky. Elle tient bien l'alcool malgré sa petite taille, son petit corps. Une fois, ils rentrent tous les deux ivres. Elle le prend dans sa bouche, il caresse ses cheveux et l'appelle avec les noms d'autres filles, des filles qu'elle connaît. Elle ne répond pas. Plus tard, il est endormi. Elle se glisse hors de la chambre, pleure toute seule dans les rues désertes, recouvertes par la nuit, mais ne le quittera pas tout de suite. J'ai honte d'elle. Elle veut faire semblant de vivre dans sa petite ville de campagne. Elle croit que sa vie est dangereuse. Quand on fume de la beuh dans un urinoir en Ardèche, ou défoncer à midi au soleil dans l'impasse, finir au Blue Note à serrer les dents, quand on fume un joint à la fenêtre de chez Julia, portant uniquement un t-shirt, et puis on voit quand même la rue, et les cendres rouges qui volent dans le vent, et on a froid. J'aime bien le verre à pied enfumé où Célia paye sa tournée de café. Et quand on fume des joints à la cité universitaire alors qu'il pleuvait des cordes et que le vent n'arrêtait pas d'éteindre. Rien n'est faux, mais je ne sais pas à quoi elle pense que ça ressemble. Au lycée, certains prennent des cachets. Elle participe aux soirées, cache un briquet et des billets de 5 € dans son soutien-gorge, puis marche 30 minutes jusqu'à la boîte excentrée. Il faut traverser le périphérique. Prend les cachets sous la langue dans les toilettes des filles. Mais jamais rien ne lui permet de lâcher prise, comme ses amis qui parlent la nuit entière et s'enlacent, et font des déclarations d'amour à des inconnus. Elle n'arrive jamais à cet état, même en prenant 1 ou 2, ou même une fois 3 petits cachets ronds et plats dans une même nuit. La musique devient plus profonde, le temps distendu, mais le corps, le toucher, jamais n'entre dans cette fluidité rose et orange qu'elle perçoit chez les autres. Tout chez elle est caché, à côté, fait semblant.